go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode du Faithful Podcast, le tout premier podcast en français 100% dédié à la franchise des San Francisco 49ers. Pour inaugurer ce podcast, on va tenter aujourd'hui de faire un bilan de la saison 2021 des Niners. On va revenir sur les différents événements qui ont rythmé cette saison et analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été. Mais avant toute chose, puisque c'est le premier épisode de l'histoire du podcast, on va commencer par se présenter à tour de rôle, par vous expliquer chacun un peu quel est notre parcours de fan des 49ers et comment on est devenu fan de cette équipe. Alors vous allez voir qu'on est 4 aujourd'hui pour cet enregistrement, mais en temps normal on est 5. Il y a simplement un membre du groupe qui a pas pu participer à l'épisode d'aujourd'hui, mais qui sera présent dans les prochains épisodes. Je vais donc demander à Kevin de commencer par se présenter, par nous expliquer un peu son parcours de fan des Niners. Ouais, donc moi c'est Kevin, j'ai commencé à suivre les 49ers en 2010 et j'avais déjà regardé plusieurs Super Bowls et puis j'ai décidé de me mettre à cette équipe-là parce que j'ai un ami de la famille qui était fan des Niners depuis Joe Montana et c'était une saison catastrophique en 2010, 6 victoires, 10 défaites je crois. Et puis finalement j'ai accroché quand même, la saison suivante Jim Harbaugh arrive et puis ça devient une passion incroyable, l'équipe est folle, on va au Super Bowl, pas un super souvenir face aux Ravens. Et puis voilà, depuis je suis encore là et puis on continue avec ce podcast. Est-ce que Olivier peut se présenter maintenant ? Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier. Ça fait maintenant une petite trentaine d'années que je suis San Francisco. J'ai eu la chance de commencer avec les Super Bowls, avec Joe Montana à l'époque très très ancienne de Canal+. J'ai commencé à regarder là, je suis tombé amoureux de cette équipe et depuis j'ai suivi à distance pendant un moment. Et depuis une dizaine d'années, je suis de nouveau un fan acharné et je suis tous les matchs de façon très sérieuse. Et donc à moi de vous apporter un petit peu de ma grande expérience vu mon grand âge. Est-ce que Elliot peut se présenter aux auditeurs maintenant ? Ouais, moi je m'appelle Elliot. Un peu comme Kevin, j'ai dû commencer à peu près au même moment. Mon premier souvenir, ça doit être la saison 2011, donc quand Jim Harbaugh arrive et qu'on va en play-off. Il me semble que le premier match que j'avais vu, c'était le match de play-off contre les Saints. Et forcément, après un match aussi incroyable que celui-là, t'es obligé de tomber amoureux de la franchise. Et depuis ce jour-là, j'essaie de ne pas louper un match et je suis la franchise toujours. Et j'espère la suivre très très longtemps. Et ce podcast, c'est aussi l'accomplissement, c'est qu'on parle des 49ers avec d'autres fans et ça va être super. Et je vais terminer ce tour de table en me présentant moi-même. Donc moi je m'appelle Loïc, j'ai 21 ans. Il y en a peut-être certains qui me connaissent de Twitter sous le pseudo de 49ers Belgique ou @49ersBE. C'est moi qui suis, disons, à l'initiative de ce podcast. Et d'ailleurs, j'en profite, messieurs, pour vous remercier d'avoir accepté de me suivre dans cette aventure. Et pour ce qui est de mon parcours de fan, moi je suis fan de NFL et des 49ers depuis beaucoup moins longtemps que mes collègues, puisque j'ai commencé à suivre la NFL seulement en 2018. C'est un pote à moi qui était fan des Seahawks qui m'a convaincu d'essayer ce sport. Je suis tout de suite tombé amoureux de la NFL et des 49ers. J'ai choisi les Niners parce que j'aimais bien la ville de San Francisco, ce que cette ville dégageait. Alors que j'y suis jamais allé, mais disons que tout de suite j'ai accroché aux Niners pour la ville de San Francisco. Et évidemment, c'est surtout en 2019 que j'ai accroché en particulier aux Niners, puisqu'on a fait une saison assez incroyable. On commence tout de suite par un débriefing de la saison. Comme je l'ai dit, on a divisé la saison en 4 périodes. Et la première, je l'ai appelée la phase sombre. C'est de la semaine 1 à la semaine 8. Donc pour rappel, la saison 2021 des Niners, elle commence par une victoire 41-33 sur le terrain des Lions, après avoir largement dominé pendant 3 quarts temps. Puis on s'est fait remonter un peu en fin de match et on a quand même gagné. Ensuite on gagne 17-11 sur le terrain des Eagles. On perd au buzzer contre les Packers sur un field goal. Ensuite on perd contre les Seahawks parce que les Seahawks, c'est marqué dans la constitution américaine que les Seahawks nous battent 2 fois par an tous les ans. Puis on perd contre les Cardinals avec Trey Lance. Ensuite il y a une bye week. On perd contre les Colts dans un match absolument infâme, 30-18.
Puis on croit qu'on se relance en battant 33-22 les Bears à Chicago. Et donc on finit cette période, la phase sombre, sur un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. Et on va se demander maintenant quels étaient les éléments qui ont fait que cette partie de la saison était particulièrement compliquée d'un point de vue sportif pour les Niners. Donc qu'est-ce que vous retenez, messieurs, de cette première partie de saison ? Bah, tu commences par parler des 7 premiers matchs que nous avons fait. On peut voir plusieurs choses. Enfin, moi, à mon niveau, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, il y avait quand même pas mal de tentatives pour faire jouer à la fois et Garoppolo et Lens. Donc, il y avait cette volonté de rotation au niveau des quarterbacks. On a eu, comme la saison précédente, pas mal de blessures très rapidement qui ont empêché d'avoir l'équipe qui pouvait tourner comme elle aurait dû tourner. Je pense surtout à la blessure de Mostert. On part avec Mostert et des rookies. Et Mostert, au bout d'un quart temps, il a déjà fini saison, donc c'est problématique de placer notre jeu au sol, ce qui est quand même la base du jeu de Shanahan, et donc c'est aussi pour ça que le début de saison a été compliqué, et Lynch l'a répété à de nombreuses reprises, il y avait un gros problème d'exécution. Tout ça mis bout à bout font qu'on arrive à un bilan négatif après 7 matchs. Je retiens un peu la même chose qu'Olivier parce que le problème c'était vraiment au niveau du jeu, parce qu'au final on a un bilan de 3-4 ce qui n'est pas affligeant non plus, même si on pouvait espérer en plus par rapport au calendrier, être en positif à ce moment-là de la saison. Mais c'est surtout au niveau du jeu. Surtout qu'on ne prend pas de raclée, quoi. Non, on prend pas de raclée, à part peut-être le match des Colts où on finit à plus d'une possession d'écart, mais en même temps, on avait vraiment été absolument infâme sur ce match-là. Mais en fait, c'est surtout au niveau du jeu, on dirait qu'il n'y avait pas de choix vraiment fait par Shanahan à ce moment-là. Comme tu l'as dit, il essayait de faire jouer Helen et Garoppolo, et je pense que ça a aussi un peu perdu toute l'équipe d'avoir 2 quarterbacks en même temps sur le terrain, enfin pas en même temps sur le terrain, mais en même temps dans les plans de jeu. Je pense que ça a un peu dérangé l'ensemble de l'équipe, et puis voilà, hein, il y a le match, pour moi, le match contre les Lions, il est symptomatique, c'est qu'on leur met une raclée au début du match, et puis derrière on sombre, et moi j'ai même cru en regardant le match à un moment donné qu'on se ferait passer devant, donc contre les Lions qui était peut-être une des équipes les plus faibles de la saison, même si c'est une équipe qui s'est battue, mais non, ouais, ce qui était compliqué dans cette période-là, c'était vraiment le niveau de jeu. Ouais, et c'était à peu près toute l'équipe en fait, parce qu'il y a quand même il y a quasiment toute l'équipe, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, quel que soit le domaine du jeu, quasiment toute l'équipe a level up entre la première et la deuxième moitié de saison. Donc c'est pas juste un joueur, c'est pas juste un coordinateur, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui était à un niveau largement insuffisant pendant les 8 premiers matchs et qui s'est réveillé après, mais ça on y reviendra. Et moi je retiens quand même que Garoppolo sur les 6 premiers matchs avait l'air vraiment en difficulté. J'ai trouvé que sa saison a vraiment commencé à partir du match contre les Bears, mais avant ça il était blessé par-ci de là, et même quand il était pas blessé, je trouvais que c'était vraiment lui le plus gros problème de notre équipe, même si défensivement quand même, le match contre les Colts, le match contre les Bears, notre jeu au sol, notre défense contre la course ça va pas, notre secondary ça va pas, notre jeu au sol, Mitchell était un peu tout seul. Voilà, c'est parce que c'est compliqué de taper que sur Garoppolo, parce que bon, même sans être fan de Jimmy G particulièrement, mais bon, comme tu dis, la défense c'était pas ça du tout. Faut pas oublier aussi qu'on a changé de coordinateur défensif, donc ça a modifié pas mal de choses en début de saison. Il y a eu des ajustements à faire. Et offensivement aussi, bon après ça offensivement c'est moins problématique parce que bon on sait quand même que Shanahan il gère pas mal cette partie-là, mais d'un point de vue défensif on a changé pas mal de choses, et c'est pas évident aussi de mettre tous les éléments ensemble, et voilà, donc taper sur Garoppolo, non, là pour moi c'était pas ça le plus prégnant. Après il faut voir aussi qu'il y a plein de concours de circonstances. Moi je prendrais l'exemple du match contre les Packers. Les matchs contre les Packers, on passe devant, on doit le gagner. Rodgers il remonte le terrain parce que c'est notre fond de ligne qui était catastrophique, et Mason Crosby qui a raté toute l'année tous ses coups de pied. Le seul coup de pied clutch qui est réussi de la saison, c'est contre nous. Donc bon, voilà, il y a des moments où ça peut tourner positif parce que tu te retrouves avec un bilan de 3-0. Là, tu commences un petit peu à douter. Et puis après, bon, comme je disais, les blessures s'enchaînent. Mais bon, après, c'est aussi le lot de toutes les équipes. Après, c'est compliqué d'en vouloir à l'équipe de prendre une remontée de terrain d'Aaron Rodgers. C'est son fonds de commerce depuis 15 ans. Oui, exactement. On s'y attendait. Il récupère le ballon avec 25 secondes de jeu.
tout le monde pense qu'il va y arriver. Après, je me rappelle d'une interview de Kyle Shanahan en milieu de saison qui disait qu'il s'est lui-même perdu à vouloir faire Oui. jouer et Trey Lance et Jimmy Garoppolo. Et c'est ça, je pense qu'il s'est mis une pression inutile et il a voulu montrer qu'il avait son arme fatale beaucoup trop tôt. Et il s'est perdu et il a perdu toute son attaque, il a perdu sa ligne savait plus. Forcément, tu protèges pas Jimmy Garoppolo comme tu protèges Trey Lance. Puis Trey Lance, il rentrait que pour courir alors que c'était un quarterback. Enfin, c'était illisible et c'était pas digne des qualités offensives que montre Kyle Shanahan d'habitude. Ça a pu payer quand même, je retiens, en toute fin de première mi-temps contre les Packers, Garoppolo arrive pas à marquer, il fait une très mauvaise première mi-temps, il n'arrive pas à marquer alors qu'on est en goal line. Sur le dernier drive de la première mi-temps contre les Packers, il fait rentrer Trey Lance marque à la course. Alors que Garoppolo avait déjà eu 5 essais avant, puisque les Packers avaient fait une passe interférence, je crois, qui nous avait redonné une première tentative. Et Trey Lance convertit marque un touchdown que Garoppolo n'avait pas réussi à chercher, donc ça a pu parfois payer. Mais quand même, on a l'impression qu'il s'est un peu perdu qu'il voulait faire des tests en fait entre Garoppolo et Lance, et qu'il n'a pas trouvé l'équilibre. Et après, il a dit effectivement, comme disait Kevin en milieu de saison, qu'il ne le referait plus, et il l'a plus refait du tout, que faire rentrer Trey Lance de ci de là, sauf en fin de match contre les Jaguars ou contre les Falcons parce que le match était plié. Mais sinon, il l'a plus refait, et il a dit qu'en fait, il avait l'impression de découvrir une nouvelle défense à chaque fois qu'il changeait de quarterback pendant un match, parce que c'est plus les mêmes forces, les mêmes faiblesses, quoi. Et au niveau défensif, il y a une stat que j'ai repérée, c'est qu'une équipe en moyenne fait 10 passes interférences défensives sur l'ensemble d'une saison. On en a fait 13 sur les 6 premiers matchs de la saison, dont 5 contre les Colts. Donc il y avait un énorme problème en secondary. Oui. Le run stop aussi était à critiquer en début de saison, mais c'était surtout notre secondary. La blessure de Verrett a fait très mal, c'était censé être notre cornerback 1 cette saison. Il se blesse, il se fait les croisés dès le premier match contre les Lions. On se retrouve avec un secondary Mosley, qui a fait une très bonne saison d'ailleurs, et Josh Norman qui lui a plutôt été décevant. Et ça enchaîne les passes interférences, il n'y avait pas d'interception, il n'y a eu qu'une interception sur ces 8 matchs. Après, est-ce que c'est pas une faute professionnelle du staff de miser, de donner le poste de cornerback 1 à Verrett, qui a passé plus de temps en fauteuil roulant que sur ses jambes ces 4 dernières années? Je pose la question. On le savait, on savait qu'on prenait trop de risques à fonder tous nos espoirs sur la secondary sur ce gars-là. Et ça paraît. Et en plus, Mosley en début de saison, il est blessé aussi, donc bon, c'était compliqué. Par contre, moi, je serais moins critique que toi, Loïc, sur Josh Norman. Ok, défensivement, au niveau des interceptions, c'est pas ça, mais il a claqué combien de fumbles dans la saison? Ah, mais ça, c'est pour ça qu'il continue d'être titulaire. C'est que c'est le deuxième ou troisième joueur qui a fait le plus de fumbles forcés en NFL sur toute la saison. Et c'était surtout au début de saison qui forçait plein de fumbles. Partant de là, je veux dire, ce sont des turnovers, hein, donc c'est pareil. Je veux dire, si c'est pas une interception, c'est peut-être moins flashy, mais voilà, il a cette efficacité-là, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Mais est-ce que cette stat montre pas qu'il a une implication dans un secteur de jeu où il a rien à faire? Comment ça? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, on l'attend plus sur la couverture que sur faire exploser le ballon des mains du receveur. C'est-à-dire que quelque part, le receveur, il a déjà le ballon dans les mains. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, arrivé à son âge, il a déjà manqué de présence à un endroit. Ouais, peut-être, mais arrivé à son âge, c'est pas plus mal de jouer sur l'expérience. Croyez-moi, vous verrez en vieillissant, vous verrez, ça vous arrivera à tous. Mais vous verrez ça. Je pense qu'il a compris qu'il pouvait pas attraper les gars au départ. Donc autant qu'ils aient le ballon, mais autant qu'ils fassent voler le ballon, quoi. Et c'est vrai qu'il comblait un manque de playmaking parce qu'on faisait vraiment pas d'interception. On en a fait une dans le match contre les Lions. C'était Dre Greenlaw qui s'est blessé sur ce match-là, qui a fait une interception pour pick 6. Et après, on n'a plus fait d'interception avant le match contre les Bears en semaine 8. Donc, c'était pas un petit détail d'avoir un mec qui savait forcer des fumbles. C'était vraiment un besoin en défense d'avoir un playmaker. Mais dans la couverture, c'était quand même très mauvais. Enfin, je sais qu'Olivier n'a pas l'air d'accord, mais non, c'était sur quand même la notre couverture, moins bon cornerback, quoi.
Sur la couverture, je suis d'accord. Non, simplement, moi, ce que je disais, c'est vraiment sur les. Il y a d'autres qualités, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais d'un point de vue juste couverture, on est d'accord. On ne peut pas dire que notre point fort en défense, ce soit la couverture de passe. Sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais il semblerait qu'on soit meilleur sur les postes plus proches du quarterback. C'est sûr. Et puis il a un peu fait une saison en descente continue. C'est une saison dégressive quasiment parce que Et il a fini remplaçant. il commence quand même assez bien. Ouais, mais à partir du moment où il rentre, où il devient titulaire, il est quand même bon. Il fait des fumbles forcés, il est présent, on le voit, il est là. Et puis petit à petit, les fumbles forcés disparaissent, il se fait de plus en plus brûler par les attaques. Et puis il a fini par être benché tout simplement. Et remplacé par qui? On a tout dit. Ambry Thomas. Voilà, donc quand on est remplacé par Ambry Thomas, ça va tout dire. Alors, Ambry Thomas, c'est fin de saison. On a dit On aura le temps de revenir sur Ambry Thomas. On débattra. Mais c'est sûr que c'est symptomatique quand t'es un All Pro et que tu finis par être benché par un rookie, c'est symptomatique. Ouais, voilà, puis après, Oui, c'est le sûr. temps qui passe. Hein. Mais voilà, mais il faut en tenir compte et il a juste plus le niveau pour moi d'un starter d'une équipe qui vise le titre. C'est ça, c'est un joueur d'impact aujourd'hui, quelqu'un qui rentre pour une action qui va apporter quelque chose sur quelques actions dans le match, mais il peut plus enchaîner autant de snaps qu'il en a enchaîné cette année. Il faut aussi revenir sur la performance de Brandon Ayuk. Début de saison catastrophique, j'ai pas peur d'employer le mot. Il s'est bien rattrapé après, mais sur les 8 premières semaines, il faisait en moyenne 1,5 réceptions par match et 16 yards par match. C'est très en dessous de ce qu'on attend d'un mec comme Brandon Ayuk qui joue la grande majorité des snaps offensifs. Ouais, mais il en jouait très peu en début de saison. Ouais, C'est pas vrai. Il a quasiment Il a pas dû se joué. passer quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Il se passer était quelque chose dans le fantomatique. vestiaire. Il était fantomatique, mais il jouait 60% des snaps offensifs sur le début de saison. Il en a joué beaucoup plus après, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il jouait la majorité des snaps offensifs en début de saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce début de saison où Shannon avait été interrogé à ce niveau-là. Il dit on lui avait fait la remarque par rapport aux personnes qui faisaient du fantasy football. Il disait moi je fais pas de fantasy football et s'il n'est pas en état de jouer et de recevoir la balle, il ne recevra pas le ballon. Donc après tu peux être sur le terrain, mais si tu es l'option numéro 4, tu n'auras jamais le ballon. Et pourtant tu vas faire 60 ou 70% des snaps. Donc c'est pas. Je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il fallait juste que Ayuk se remette à niveau. Et je pense plus, pas d'un point de vue physique, mais je pense d'un point de vue mental. À mon avis, après, bon, c'est juste l'impression que ça a donné. Et puis c'est pas un mythe le rookie wall, hein, la fameuse deuxième saison après une bonne saison rookie. C'est pas un mythe et peut-être qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers. Certainement. Il a très bien réussi sa saison rookie. Et puis il s'est pensé arriver. Et il a mis un peu de côté le travail. Il s'en est vite rendu compte, ça pardonne pas avec Shannon. Il paraît qu'il a été très mauvais pendant les camps d'entraînement d'avant-saison. Et qu'il arrivait avec des kilos en trop au camp d'entraînement. Ça a pu jouer contre lui, même au niveau de l'image que Shannon et du rôle que Shannon lui donnait, quoi. Et il y a un vieil adage, on dit qu'on joue comme on s'entraîne. Ah non, mais c'est clair. Hein, s'il est arrivé au camp d'entraînement et qu'il n'était pas prêt, en même temps, oui, Shanahan, c'est quand même un mec rigoureux. Si t'as d'autres gars à côté de lui qui sont prêts à jouer et qui sont en forme, etc., bah, il va faire jouer ceux-là. Hein. Si Ayuk, aussi talentueux qu'il soit, s'il n'est pas prêt à jouer, bah, il sera là, comme l'a dit Olivier, il sera sur le terrain. Mais il sera là juste pour occuper un cornerback, quoi. Et puis il a pas des manchots autour de lui, je veux dire. À la réception, t'as du Kittle, t'as du Deebo Samuel, t'as du Javon Jennings, t'avais un Mohamed Sanou encore à ce moment-là. Il y a du monde. Si Ayuk veut jouer, il fallait qu'il soit présent. Deebo Samuel qui était d'ailleurs le rayon de soleil en fait de ce début de saison. Hein. Ensuite, moi personnellement, je m'y attendais pas du tout. Je me disais au début de la saison qu'on avait 2 assez bons receveurs, mais aucun receveur élite. Et au final, Ayuk totalement décevant au début de saison et Deebo Samuel qui est à un niveau totalement élite sur l'ensemble de la saison. Et, moi, j'étais pas vraiment surpris. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu as dit le rayon de soleil du début de la saison. Je pense que tu peux enlever le début de ta phrase, c'est le rayon de soleil de la saison de toute façon. Mais comme on parle du début de saison, je veux sûr. dire, quand on était dans la mauvaise partie de la saison, lui était vraiment le rayon de soleil, quoi. C'est clair. Au niveau du run stop, on a concédé aussi 3 matchs de suite, plus de 150 yards, contre les Cards, les Colts et les Bears, avec notamment Justin Fields qui a fait, je sais plus s'il a atteint la barre des 100 yards ou s'il l'a dépassé, mais Justin Fields qui fait un de ses plus gros matchs de sa saison rookie contre nous, je le refais.
Mais Justin Fields qui fait un de ses plus grands matchs de sa saison rookie contre nous, avec 160 ou 170 yards à la passe et plus de 100 yards à la course. Donc même dans le run stop qui a été une grosse force du début de saison, on était très mauvais en début de saison. Pour moi, il y a deux choses là-dessus. Déjà, on a toujours été nuls et on continue de l'être contre des quarterbacks mobiles. C'est pas une nouveauté. Russell Wilson nous l'a mis à chaque fois, Kyler Murray C'est également. sûr. Et d'autres. Et faut se remettre en contexte, Demeco Ryans, son début de saison est catastrophique. Sa première moitié de saison, tout le monde le veut dehors. Aujourd'hui, c'est difficile de se l'imaginer parce que on le voit tous comme head coach, il a eu des entretiens pour ça. Et oui. Et puis, ça y est, il est installé comme un très bon coordinateur défensif. Mais la première partie de saison, on est très nombreux à se dire le choix a été mauvais, c'était précipité, ça fait pas assez longtemps qu'il est dans le staff. Jimmy Ryan, c'est le symbole du retournement. C'est tout le monde le veut dehors après le match contre les Cardinals en semaine 9. Et à la fin de la saison, donc à peine 10-11 matchs plus tard en comptant les playoffs, il a des entretiens de head coach pour être head coach chez les Vikings. Donc ça, c'est vraiment le symbole d'une saison en deux moitiés, quoi. Mais si on se remet dans le contexte, après la défaite la victoire contre les Bears, on est à 3 victoires, 4 défaites. C'est pas la fin du monde. On s'inquiète pas non plus des masses. On a perdu nos 4 matchs contre 4 équipes qui sont des prétendants au playoff, Cardinals, Seahawks, Packers et même les Colts. Donc on est encore dans la course au playoff après un bilan de 3 victoires, 4 défaites. Par contre, semaine 9, on affronte les Cardinals de Colt McCoy. Ses deux meilleurs receveurs, qui sont quand même DeAndre Hopkins et AJ Green, sont blessés. Le meilleur pass rusher des Cardinals, qui est JJ Watt, est blessé. On est chez nous, on doit les manger. Et on se fait écraser 17-0 dans le premier quart-temps. Et on se fait écraser tout le match en fait. Bah c'est soit Aaron McCoy, soit Colt Rogers, parce que c'est pas possible. Ce match-là, c'était incroyable. Et il nous a marché dessus, c'était fou. Ouais, ça frisait le ridicule même. Je dirais, il faut appeler un chat, ça frisait le ridicule. Et sur ce match-là, j'ai même pas de mots. Après ce match-là, j'avais des mots de tête. Ah oui, non, mais. Enfin. Colt McCoy, la dernière fois qu'il a été pertinent, c'est quand il était en université à Texas, quoi. Et là, c'est un mec qui a été remplaçant de carrière, mais on se fait bouffer par ce gars-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on se fait bouffer à la course aussi. Il court énormément. James Conner met 2-3 touchdowns sur ce match, que ce soit à la course ou à la réception d'ailleurs. On concède énormément de yards, on se fait manger dans tous les secteurs du jeu. Moi je me souviens, à la fin du match, je me suis dit, c'est humiliant ce match. C'est humiliant de se prendre ça chez nous. Il y avait des sifflets, Kyle Shanahan, pas du tout inspiré, rien n'allait. Et pour la seule fois de ma vie, je me suis dit, ceux qui disent qu'à la fin de la saison, on peut changer de head coach, je suis pas de leur avis, mais je peux l'entendre. Je peux comprendre ce point de vue. Tellement ça faisait 1 an et demi qu'on progressait pas, qu'on pensait qu'après le Super Bowl, on allait partir sur plusieurs belles années. Ça fait 1 an et demi, on perdait pas espoir. Et là, ce match, il est tellement honteux qu'il nous fait perdre tous espoir, quoi. Puis à ce moment-là, on se pose vraiment la question d'avoir vendu la caravane et tout ce qui va avec pour récupérer Trey Lance, en se disant qu'on va se retrouver on aurait pu avoir un pic dans les 10 premiers, parce enfin moi je vois la saison, je la sens vraiment pas bien la saison, surtout que le match suivant on doit se taper les Rams. Et eux, à ce moment-là, ils sont plutôt en train de marcher sur l'eau, et nous, on est en train d'arriver tout au fond, et il n'y a absolument rien à faire et rien à voir. Ah mais c'est clair. À ce moment-là de la saison, si tu me dis, du coup j'ai le calendrier sous les yeux, on est le 7 novembre quand on perd contre les Cards. Si tu me dis que en janvier on sera en playoff, je te dis d'arrêter de fumer, c'est pas possible. Ça n'avait aucun sens. On se retrouve à 3-5 en perdant à domicile contre Colt McCoy de 14 points. La saison elle est terminée et comme l'a dit Olivier, la saison est terminée et on a filé nos pics à d'autres équipes. Et autant en 2020 on avait l'excuse des blessures, parce que vraiment c'était abominable le nombre de blessures qu'on a pris en 2020. Autant en 2021, oui, il y a eu la blessure de Verrett, oui, il y a eu la blessure de Mostert, il y a eu la blessure de Greenlaw, mais
toutes les équipes de NFL ont des blessures et on n'a pas cette excuse-là. On était juste mauvais, le coaching staff qui n'était pas inspiré. On n'avait même plus l'excuse des blessures comme on l'avait en 2020. En tout cas, pas du tout autant. Ça n'avait rien de comparable. Quoi. Bien entendu. Après, oui, c'est catastrophique. Mais encore une fois, moi je faisais partie de ceux à l'époque qui avaient encore un espoir. Et je me disais, on est mauvais, mais on est qu'à 3-5. On enchaîne 2 bons matchs, on est à l'équilibre et rien n'est perdu. En plus, il y avait une équipe de plus en play-off cette année. Je me disais, il y a un coup à jouer parce que même si on est 3ème de division, on peut être en play-off. Et on a fini 3ème de division et on a été en play-off. En fait, après, la chance qu'on a, c'est qu'on est en NFC et il y a la NFC Est. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a qu'une équipe qui peut se qualifier de leur division chaque année. Hein. Et la NFC Sud qui est pas terrible. Voilà, il y a beaucoup de concours de circonstances qui font qu'on arrive à s'en sortir finalement. La NFC Est a envoyé 2 équipes en play-off cette année quand même. C'est vrai. Bon, il y en a une, on savait avant le match qu'elle se ferait démembrer et elle s'est fait démembrer. Mais... Oui, non, mais après, ils sont en play-off, quoi qu'on en dise. Ah oui, c'est ça. C'est clair. Mais après, moi, l'inquiétude que j'avais personnellement, c'est justement, et là, on va en reparler juste après, c'est qu'on jouait derrière les Rams. Et pour moi, en fait, on était à 3-5 et contre les Rams, on allait être à 3-6, quoi. On allait être à 3-6, je suis entièrement d'accord avec toi, Elliot. Voilà. Après, c'est vrai que la chance qu'on a par rapport aux Rams, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps, chaque fois qu'on les jouait, ça se retournait toujours ça tournait toujours pour nous, dans notre sens. Et donc, on avait ce petit espoir de revenir à un bilan de 4-5. Mais si on s'arrêtait sur les stats purs, bon, tout le monde, 3-6, ça aurait été la suite logique. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, heureusement. L'espoir, c'est qu'ils venaient de se faire marcher dessus contre les Titans la semaine précédente. Donc, ils se présentaient pas en pleine forme. Et nous, je trouvais que Garoppolo... Moi, je suis très critique vis-à-vis de Garoppolo en général. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Je suis très critique, mais je trouvais que depuis la semaine 8 contre les Bears, il avait passé un palier par rapport à ce qu'il avait montré sur les 6-7 premiers matchs de la saison. Et sur ce match-là, alors que je pense que je suis sûr même que notre match en semaine 9 contre les Cardinals, c'est notre pire match de la saison, et peut-être même l'un de nos pires matchs de ces dernières années. Et le match contre les Rams, c'est une partition parfaite, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit les turnovers, que ce soit les turnovers on down, que ce soit tout le play calling, tout était mieux, tout était comme on l'attendait depuis le début de la saison, et on explose les Rams 31-10, première victoire à domicile depuis plus d'1 an. Ça quand même, c'est assez fou. Et notre saison change du tout au tout sur ce match-là. Et puis on est sur le meilleur match des 49ers de la saison, de très très loin. Et puis ça correspond exactement au concept de match référence. C'est parfait du début à la fin. Contre un prétendant, plus qu'un prétendant, puisqu'ils ont gagné le Super Bowl derrière. C'est ça. C'est pas les Jaguars, c'est le futur champion, quoi. C'est ça. Mais pour moi, ouais, ce match-là, il est symptomatique de... c'est ce qu'on aurait dû faire toute la saison. Après, ça reste du football et tu peux pas toujours faire tout ce que tu veux sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on a exploité au mieux ce qu'on savait faire. Jimmy Garoppolo a pas trop lancé, mais il a bien lancé de ce qu'il a eu à faire. Et puis c'est aussi un Deebo Samuel game. Hein. Il met un touchdown au sol, un touchdown à la réception. Il met des mots de tête à toute la défense des Rams. Il est absolument parfait. Jimmy Ward fait 2 interceptions. Il n'y a rien à dire. Il est parfait ce match. Jimmy Ward qui plombe totalement le mental des Rams. Hein. On les tue avec 2 interceptions dans le premier quart-temps, alors qu'il n'avait plus fait d'interception depuis 2015, je crois. Et on les tue là-dessus. On a eu le momentum, l'avantage psychologique du début à la fin de ce match. Les turnovers on down en fin de match, grâce à notre défense, ont aussi bien aidé. Partition parfaite, quoi. Olivier, t'allais dire un truc ? Non, j'allais rebondir sur ce qu'avait dit Elliot, mais bon, tu as parfaitement conclu cette phase qu'on pourrait appeler comme étant le tournant. Exactement. Et puis on peut pas dire que les Rams jouent particulièrement mal non plus. J'ai les stats sous les yeux. Cooper Kupp, il fait 122 yards dans ce match-là. Oui, mais bon, c'est normal, c'est Cooper Kupp et puis. Non, voilà. Mais je veux dire, ils auraient pu passer complètement à côté. Et puis on se dit, ok, les Niners n'ont pas été si incroyables que ça. Les Rams, c'était pas dans un bon jour. Fait un mauvais match. Mais les Rams, c'était au niveau habituel. Oui, c'est ça. Ils étaient à leur niveau et nous.
Voilà, mais bon, Stafford. Ouais, mais Stafford, dès qu'il rencontre une grosse défense, de toute façon, il est susceptible de faire des erreurs. On l'a vu même au Super Bowl. On le sait, Stafford, il est Ça comme ça. arrive. Il est comme ça. Il peut te lancer 3 touchdowns et puis il peut aussi te lancer 2 interceptions. On va quand même pas trop mal parler de Stafford parce que on l'a recroisé plus tard dans la saison, ça s'est pas tout aussi bien fini. Ce sont des choses qui arrivent. Non, mais il a fait des erreurs aussi. Il a fait des erreurs à chaque fois. Oui, c'est clair. vrai. Y compris au Super Bowl. En revoyant les stats, je trouvais quand même que c'était assez étonnant que les Rams aient pas plus couru. Ils étaient à 5 yards et demi par course et pourtant ils ont couru que 10 ou 11 fois sur l'ensemble du match. Donc je suis assez étonné que... Exact. C'est parce qu'ils sont derrière au score. Ils ont 10 courses. Ouais, c'est ça, ils ont 10 courses pour 51 yards, donc ça fait quand même un beau ratio. Et à la passe, 50. On l'a vu au Super Bowl, enfin on l'a vu dans le reste de la saison, McVay dans la difficulté fait quand même pas trop confiance à son jeu à la course et concentre Voilà. vachement sur le C'est jeu à vrai. la passe. Donc à cette époque-là, en plus Cam Akers était encore blessé et même si Henderson et Michel n'ont pas fait des saisons dégueulasses, mais je pense qu'il avait juste aucune confiance à son jeu, en son jeu à la course quoi. Et puis, souvenez-vous, c'est le premier match d'Odell Beckham sous le maillot des Rams. Et on se dit, il va nous marcher dessus. Il a enfin un bon quarterback. Il a tout ce qu'il faut autour de lui. Il n'a pas à être le receveur numéro 1. Et il fait 2 réceptions pour 18 yards. Ouais. et dès son premier target, interception de Jimmy Ward. Première fois Exact. sous le maillot des Rams qu'il est ciblé. Interception dans notre propre red zone, je crois, de Jimmy Ward. La troisième phase dont on va parler après, donc on l'a dit, la phase sombre et le tournant, c'est la montée en puissance. Donc de la semaine 11 à la semaine 17, on n'entre pas le match de la semaine 18 contre les Rams dans cette phase-ci. On commence par, donc on se relance après s'être relancé contre les Rams, on commence par une victoire 30-10 contre les Jaguars. Facile, du début à la fin, on les domine, aucun stress. Puis un match très important contre un prétendant au playoff, on gagne 34-26 contre les Vikings. On repère contre les Seahawks pour la deuxième fois de la saison, parce que comme je l'ai dit, c'est comme ça que ça marche en NFC West. On bat les Bengals dans un très bon match, et on gagne après prolongation en se faisant quand même remonter dans le 4e quart-temps. Ensuite on fait, je trouve, notre deuxième meilleur match de la saison, après le match aller contre les Rams, contre les Falcons. On gagne 31-13, énorme match de Garoppolo, toute l'équipe est au niveau, et puis on se recasse la gueule contre les Titans en prime time le jeudi, 20-17, et Garoppolo se blesse sur ce match. C'est donc Trey Lance qui fait son premier start au Levi Stadium sous le maillot des 49ers. Match contre les Texans la semaine suivante, qu'on gagne 23-17, en ayant quand même été longtemps contesté. Je crois. 23-7. 23-7, pardon. On revient à la mi-temps en étant mené au score. Et finalement, on déroule en deuxième mi-temps, 23-7. Et voilà. Et notre montée en puissance s'arrête là, sur un bilan de 7 victoires pour 2 défaites. Pardon, 5 victoires pour 2 défaites. Je serais revenu sur le match des Vikings. Pour moi, c'est vraiment le match de cette période. Parce que c'est pareil, il faut se remettre en contexte avec les Vikings de l'époque. C'est une équipe qui est exactement même bilan que nous, sur la même dynamique que nous. C'est ça. Ils montent en puissance, on les voit aller loin. Et je pense qu'à l'époque, ils n'ont même pas abandonné l'espoir de pouvoir rattraper les Packers s'il y a un accident quelque part. Et puis on fait un super match. C'est vraiment un combat de ping-pong entre deux attaques. 2 très bonnes Ça se équipes par répond de ailleurs tous les sur ce côtés. match. Ouais, exact. Et qui se ressemblent énormément. Deux équipes très très proches. Et puis ça change tout de pouvoir les battre parce que on les met un petit peu derrière nous dans la bataille pour les playoffs. Et puis nous on se replace. Exactement. C'est C'est 2 ça. équipes, comme tu dis, Kevin, qui se ressemblent énormément. La seule différence, c'est qu'une des 2 équipes est mieux coachée que l'autre. Ah mais Ah, c'est clair, c'est pas faux. c'est clair. C'est 2 équipes qui se ressemblent, il y a quasiment le même type de joueurs des 2 côtés, c'est le même type de quarterback entre Kirk Cousins et Jimmy G. Mais par contre, oui, il y a une équipe qui est coachée par Shanahan, qui a déjà fait un Super Bowl et qui nous a amené en finale de conf. Et puis t'as l'autre équipe qui est coachée par Mike Zimmer, quoi. Qui n'est plus là aujourd'hui. Voilà. Et on a quand même une bien meilleure défense que les Vikings, il faut aussi le dire. Oui, bien sûr, mais dans l'idée, c'est quand même 2 équipes qui sont très très proches.
Oui, après voilà, moi sur cette période-là, je reviendrai sur nos 2 défaites. Un jour, il faudra qu'on trouve le moyen d'enlever le signe indien qu'on a avec les Seahawks, parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on les a pas battus, mais il doit y avoir vraiment une malédiction qui fait que quoi qu'il arrive, même si dans la saison ils vont faire 2 victoires, 14, 15, 16, 18 défaites, les deux victoires, ça sera contre nous aller-retour. Et puis cette défaite-là, à la rigueur, je l'avais déjà budgétisé pour la fin de saison. Moi, c'est le match contre les Titans qui m'a posé problème. Ça me pose problème parce que c'est un match où sur la première mi-temps, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on joue contre l'une des 2 meilleures équipes de l'AFC à ce moment-là et on les éclate. Alors on me dira oui, il n'y avait pas d'Eric Henry et compagnie, mais il n'a pas été là quasiment toute la moitié de saison et ça n'a pas empêché les Titans de finir premier à NFC. Donc voilà. Moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que ce match-là, on l'a en main et Garoppolo se blesse. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il est resté sur le terrain, parce que les ballons en deuxième mi-temps, c'était comme on dit vulgairement, c'était des pizzas. Et on perd ce match-là. Et si on gagne ce match-là, je pense que la dynamique est encore plus forte, mais je pense qu'on kiffe peut-être moins le dernier match de la saison régulière. Ouais, on n'aurait pas dû s'emmerder à aller gagner chez les Rams en 8-18. Ça nous aurait un peu simplifié la vie. Mais là, je trouve qu'on se concentre un peu trop sur le négatif, alors que on vit quand même une fin de saison extrêmement bonne. Comment vous expliquez qu'il y a une telle différence dans le jeu? Quelles sont les différences les plus importantes entre la première et la deuxième moitié de saison? C'est quand même simple, hein. Je veux dire, au niveau de la défense, on reprend les éléments qu'on avait en début de saison, ça allait pas, la défense ça allait pas, Demeco Ryan c'était sur la sellette, et en deuxième partie de saison, tu parlais du match contre les Falcons. Je me rappelle l'avoir regardé à télé française, et le commentateur disait, vous comptez jusqu'à 2, vous avez 2 mecs qui font entre 120 et 130 kilos qui vous arrivent lancés dessus. Voilà ce qui est en train de vivre Matt Ryan. Et quand j'y vais compter 1-2, ça va vite. Et c'est ce qui s'est passé toute la deuxième partie de saison. Donc partant de là, la défense, le front seven s'est repositionné comme étant l'un des 2-3 meilleurs front seven de la ligue. Partant de là, après, quand San Francisco joue sur ses qualités, grosse défense, gros impact et un jeu au sol qui déroule, il n'y a pas grand monde pour pouvoir nous arrêter. Et c'est ce qui s'est passé, quasiment jusqu'à la fin de saison. C'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est Trellen, ça arrive, et puis Kyle Shanahan se perd complètement à dire ok, j'ai mon arme fatale, vous allez manger, toute la ligue va manger. Sauf que ça se passe pas comme ça, parce que tu peux pas jouer avec 2 quarterbacks aussi différents. Et puis la défense, c'est pas mieux, on a changé de coordinateur défensif, il est tout autant perdu. Et puis finalement, à mi-saison, quand tout va mal, on revient à ce qu'on sait faire. Grosse défense, jeu au sol, et puis on marche sur tout le monde. C'est ça les 49ers, on n'était pas prêt à jouer autrement pour le moment, pas encore. Après, il y a autre chose aussi, je pense, qui peut expliquer. Bon, c'est vrai qu'on joue mieux en défense et en attaque, on s'est enfin trouvé. Et puis, comparé au début de saison, je trouve que notre calendrier est meilleur. Enfin, il est plus simple. On a les Jaguars, on a les Falcons, on a les Texans. Pour moi, déjà, c'était déjà 3 victoires, en fait, automatiques contre des équipes beaucoup plus faibles qui ne jouaient pas les playoffs cette saison. Mais c'est vrai que surtout notre jeu était enfin bien en place. On bat quand même dans cette période-là, enfin pas dans cette période-là puisque le match contre les Rams c'était dans la période d'avant et dans la période d'après, mais on bat les 2 équipes qui vont être au Super Bowl. On bat des équipes qui sont les Bengals étaient en train aussi de monter en puissance à ce moment-là de la saison. Donc on est capable aussi, on montre qu'on est capable de battre tout le monde, sauf évidemment les Seahawks, puisque c'est la règle du jeu en NFL, on perd contre les Seahawks. Voilà. Je voudrais juste revenir sur quelques stats qui illustrent, je trouve bien, la différence entre la première et la deuxième moitié de saison. Une stat individuelle, c'est celle de Brandon Ayuk, qui est passé de 1,5 réceptions par match jusqu'à la semaine 8 à 4,3 réceptions par match à partir de la semaine 9, 16 yards par match à 66 yards par match entre la première et la deuxième moitié de saison. Deebo Samuel, il faut le dire, a été utilisé en coureur à partir de la semaine 10. C'est à ce moment-là qu'il commence à être utilisé dans cette fonction. Et ça a permis, je trouve, à notre jeu au sol d'être plus régulier parce qu'en première moitié de saison, quand Elijah Mitchell était blessé, et c'est arrivé très souvent, notre jeu au sol était un peu privé de son homme fort. Alors que Deebo Samuel, lui, ne s'est pas blessé une seule fois de la saison. Ah si, il a raté un match, je crois, en première moitié de saison, mais il permettait d'avoir une régularité
drastiquement la qualité de notre jeu au sol et on s'est découvert un joueur ultra polyvalent qui est capable de faire bien plus que juste des réceptions. Une découverte, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'on l'avait déjà vu dans cette position-là, il était capable de le faire. Mais voilà, disons que Shanahan, il a adapté aussi son cahier de jeu à ce qu'il avait sous la main pour la deuxième partie de saison. Voilà, parce qu'au niveau des blessures, j'ai oublié de citer McClinchy qui a fait qu'on s'est retrouvé sans notre tackle droit. Mais bon, à ce moment-là, on a changé, on est revenu sur les fondamentaux et ça a permis de fonctionner de façon beaucoup plus efficace et avec Deebo qui est devenu l'arme fatale de la NFL cette période-là, quoi. Ouais, parce que Deebo Samuel, on savait que ça pouvait être un bon receveur, peut-être receveur élite, on le savait pas, on n'en avait aucune idée, mais on n'avait aucune idée qu'il pourrait devenir un running back consistant comme il l'a été. Et c'est les stats qu'il a affichés, surtout dans la deuxième partie de saison à la course, mais il y a n'importe quel running back de la ligue qui va avoir ces stats-là. Ah ouais, vous pensiez pas qu'il était capable de faire ça? Ça vous a vraiment surpris qu'il soit aussi bon en tant que running back? Moi, c'était surtout son utilisation, la manière dont il a été utilisé. Je savais qu'il était capable de faire des différences sur des jet sweeps, prendre la balle sur des courses, mais prendre la balle lancée. Mais je pensais pas qu'il était capable de produire autant en tant que pur running back. C'est ça, il a quand même 59 courses, 365 yards, 8 touchdowns. 8 touchdowns à la course. Cette stat, elle est énorme pour un receveur. Il en a mis plus à la course qu'à la réception. Et une moyenne de yards par course de 6,5 yards par course. Voilà. 6,2 pour être précis. Tous les running backs du monde rêvent de faire plus de 5 par course, alors si à 6,2 c'est complètement fou. Ouais, c'est pour ça, moi j'étais pas très étonné. Moi, franchement, je pensais que c'est ce qu'il pouvait faire. Enfin, je suis d'accord avec vous sur la production complète, mais ça rentre vraiment dans le cadre des joueurs que Shanahan aime bien. Je veux dire, ce style de joueur-là. Et lui, avec son côté très physique et puis le jeu de bloc qu'on est capable de mettre en place devant lui, ça a permis de faire en sorte que toutes les forces soient dans le même sens et qu'il fasse cette saison de dingue. Mais je pense que ça sera pas la seule qui fera comme ça. Même si j'espère qu'il sera moins running back l'année prochaine. J'espère aussi. Il a quand même des stats à la course incroyables. Nick Chubb, c'est 8 touchdowns aussi, mais en 207 courses. Leonard Fournette, c'est 8 touchdowns aussi, en 171 courses. Deebo Samuel, c'est 8 touchdowns en 59 courses seulement. Bah ouais. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est pas comme s'il était utilisé en goal line. En colossal. général, ces touchdowns, c'est des big plays de 20-25 yards. Exactement. Mais là, on en revient aussi à un autre adage, c'est bien de faire jouer les gens sur leur qualité. Et Deebo, du moment qu'il récupère le ballon, on savait qu'il était capable d'éclater un plaquage et de continuer ses actions. Mais là, il arrive lancé sur ces pauvres cornerbacks ou linebackers, tant pis pour eux. Mais c'est ça, Deebo, quand il attrape le ballon, s'il n'a pas un mec qui est déjà en train de le plaquer, c'est terminé. Il prend de la vitesse et puis essayer de l'attraper après ça. Un autre point qui a été une énorme différence entre la première moitié de saison et la deuxième moitié de saison en attaque, c'est notre taux de réussite sur third down. On est passé offensif, je parle. On est passé de 32% en première moitié de saison à 49% en deuxième moitié de saison. Ça peut paraître rien comme ça, mais 32% c'est un des 5 pires pourcentages de la ligue et 49%, il n'y a que les Chiefs qui font mieux en effet. Donc on est vraiment passé du puis 49 pour San Francisco, c'est bien. C'est un très beau nombre, c'est vrai. Je soupçonne Shanahan de l'avoir fait exprès. Mais si Garoppolo aurait pu mettre 49 touchdowns aussi, ça aurait été un bon chiffre. Oui, voilà. On aurait très très long. C'est plus compliqué. C'est le projet pour les années à venir, ça. Les 49 touchdowns. Non, mais c'est pour revenir à ce que tu disais, Loïc, c'est vrai ce que tu disais quand on passe qu'une fois, on passe après la troisième tentative une fois sur trois et qu'après c'est une fois sur deux, ça change tout. Ça change tout parce que tu prolonges les drives. Comme tu prolonges les drives, tu fais tourner le temps et faire tourner le temps, c'est quand même un petit peu là, ce que voulait mettre en place Shanahan sur la saison. Et voilà, donc après nos drives ils durent longtemps, donc l'équipe adverse offensivement parlant, elle est sur le banc, elle se refroidit et quand tu reviens, tu mets quand l'équipe défensive est sur le terrain, elle met une grosse pression. Si on les fait sortir en 3 and out, c'est parfait. Et voilà, donc c'était la gestion du tempo que je pense que Shanahan voulait avoir. Et c'est comme ça qu'on a tourné toute la saison. Et la deuxième partie de saison surtout. Mais surtout qu'en plus, t'as pas un quarterback qui est adepte des big plays et qui n'est peut-être même pas capable de faire des big plays autant que d'autres.
Donc quand tu es capable de faire tourner l'horloge, garder le ballon longtemps, et qu'à la fin des matchs, tu vois que sur les 1 heure de jeu, tu as eu le ballon pendant 40 minutes et que tu vois au score que tu as 3 possessions d'écart, t'as gagné. Hein. T'as mieux fait le jeu, t'as fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que la conversion en third down est très importante dans ce sens-là. Jusque maintenant, on a surtout parlé de l'attaque. Je vais vous donner quelques stats sur la différence entre la première moitié de saison et la deuxième moitié de saison. On a déjà dit, en parlant d'Imeco Ryans, qu'on a vraiment eu une saison en 2 parties complètement distinctes en 2021. On faisait 2,25 sacs par match de la semaine 1 à la semaine 9. De la semaine 13 à la finale de conférence, on est à 4 sacs par match en moyenne. 36 sacs en 9 matchs. On avait tout simplement l'un des meilleurs pass rush de la ligue sur la fin de saison, playoff compris. Peut-être même le meilleur. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ça. Les fondamentaux à San Francisco, le front seven, cette notion de pression sur le quarterback. Et de toute façon, on n'avait pas 36 solutions. Hein. Je veux dire, si on laissait le temps au quarterback de lancer, on se faisait exploser au fond. Donc partant de là, il fallait lui rentrer dedans, mettre la pression le plus possible pour éviter de prendre quoi qu'il arrive des big plays, parce que il y avait soit interférence, soit touchdown. Donc c'était en résumant, il valait mieux que la défense bloque avant que les quarterbacks adverses puissent lancer. Et toujours sur le front seven, il n'y a pas que le pass rush qui a considérablement level up entre la première et la deuxième moitié de saison, c'est surtout le run stop, enfin pas surtout, mais aussi le run stop, qui a vraiment fait une saison qui a changé du tout au tout vers la semaine 10-11. Si on regarde nos stats, c'est vraiment édifiant. Tous nos adversaires jusqu'à la semaine 9 ont fait au moins 100 yards à la course contre nous, sauf je crois que c'est les Cardinals en semaine 5 qui ont fait un peu moins, mais c'était aussi dans les 90. Dans les 90, pardon, pour les Français qui nous écoutent. Donc, tous nos adversaires faisaient 100 yards par course. C'était très bien, 90, c'était très bien. Tous nos adversaires faisaient 100 yards par match jusqu'à la semaine 9 et au moins 4 yards par course en moyenne. À partir de la semaine 11, aucun adversaire n'a fait plus de 90 yards. Aucun. Et on laissait nos adversaires faire en moyenne seulement 3 yards par course de la semaine 11 à la finale de conférence. 3 yards par course, c'est vraiment rien. En plus d'avoir un des meilleurs pass rush de la NFL sur la deuxième moitié de saison, on avait aussi le meilleur run stop et de très loin. 3 yards par course, c'est rien du tout. Alors, je vais un peu quand même nuancer ce truc, j'ai le calendrier sous les yeux. De ce que je vois, le seul gros running back quand même qu'on a affronté dans cette période-là, c'est Joe Mixon. Donc c'est vrai que le run stop, ça a pu aussi mettre le run stop en confiance, mais on n'a pas non plus joué des foudres de guerre sur du jeu au sol. C'est vrai. Les Titans, même sans Derrick Henry, sont capables de mettre 100 yards à tout le monde après, hein, à la course. Oui, non, ça c'est clair, mais leur lead rusher à ce moment-là, c'était Jeremy McNichols qui est passé dans notre practice squad il y a quelques années. Voilà. Il n'empêche que même contre des running backs qui ne sont pas élites, 3 yards par course sur 10 matchs, c'est excellent. Ça reste de toute excellent. façon, quel que soit l'adversaire, oui, quand tu encaisses que 3 yards par course, c'est bon. Voilà. Et puis il faut pas quand même rabaisser les performances, parce que c'est pas des top running back, mais bon, quand on est titulaire à NFL et qu'on joue running back à NFL, c'est pas donné à n'importe qui non plus, quoi. Voilà, il faut pas non plus trop déprécier la valeur du travail qui a été fait. Voilà, le run stop a été très efficace en deuxième partie de saison, conjugué à la pression mise sur les quarterbacks. On est passé d'une équipe qui n'était pas playoffable à une équipe qui va en finale de conférence. C'est QFD. C'est ça. Et le front seven y est pour énormément. Je me souviens que c'était Victor Rouillet dans un podcast de TD Actu qui demandait si on n'avait pas peut-être le meilleur front seven de NFL sur la fin de saison. Franchement, je trouve que... On est à minima dans la discussion. Quand tout le monde est au complet, parce que Aziz Al-Shahir était beaucoup blessé, Dre Greenlaw était beaucoup blessé, on sait que Nick Bosa aussi avait raté une saison complète. Il faut que tout le monde soit là, mais quand tout le monde est là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous matcher, c'est sûr. On a beaucoup parlé du front seven pour expliquer ce qui a changé entre la première et la deuxième moitié de saison. Mais je trouve que même au niveau du secondary, on a commencé à trouver des solutions avec Mosley, Norman qui était un peu meilleur, Ambry Thomas sur lequel on reviendra dans un prochain épisode, mais qui a considérablement amélioré son niveau petit à petit.
Les deux gros problèmes de notre secondary en première moitié de saison, c'était le manque d'interception et les défensives passes interférences. On a, je trouve, plutôt bien réglé ces deux problèmes au fur et à mesure. On a fait 2 interceptions seulement en 8 matchs au début de la saison. On en a fait 7 en 9 matchs à partir de la semaine 10. 7 en 9 matchs, c'est tout à fait acceptable. Et les passes interférences, on est l'équipe qui en a fait le plus sur l'ensemble de la saison. On en a fait 20, c'est juste énorme. Mais en fait, sur ces 20-là, on en a fait 13 ou 14 sur les 6 premiers matchs. Et après, on est aussi dans la moyenne. Donc, on a réglé nos 2 plus gros problèmes de secondary. Et ça, c'est très bien d'avoir un coaching staff défensif capable de corriger les erreurs, comme l'a fait Jimmy Corrians. C'est toujours pareil, hein. Si pour que la secondary soit plus efficace, il faut que le front seven soit dominant. Quand tu as un front seven dominant, derrière c'est plus facile. C'est ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y a 2 saisons, quand on va au Super Bowl, c'est la même chose, hein. On a un front seven de folie, on fait tous les matchs, la pression arrive de partout. Derrière, ça a l'air facile. L'année suivante, quand malheureusement on a tous nos blessés sur la D-line, on se retrouve à être une équipe très moyenne parce que le quarterback adverse a le temps de lancer, la course a le temps de se développer et donc on se fait éclater. Alors que là c'est l'inverse, comme tu disais, défensivement au niveau du run stop on a été bon, au niveau de la pression sur le quarterback on a été énorme, donc c'est sûr qu'un quarterback sous pression il va lancer en étant moins précis et donc nos corners ont plus de temps pour récupérer les balles et ont moins besoin de poser les mains sur les receveurs, donc il y a moins d'interférences. Ça a l'air simple, mais il semblerait que ce soit pas si simple que ça à mettre en place sur le terrain. Donc on l'a dit, erreur défensive de secondary, ça a été corrigé. Front Seven qui est passé en mode Super Saiyan en fin de saison. Brandon Ayuk qui s'est retrouvé. Les third down. La O-line, on s'attendait à une catastrophe après les 5 sacs qu'on s'est mangés contre les Cardinals en semaine 9. Et en fait, Tom Compton a été acceptable pendant cette partie de la saison dans le pass pro et a été vraiment excellent même dans le run block. Donc toute l'équipe a vraiment rehaussé son niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi pour dire que Garoppolo, il était toujours irrégulier en deuxième moitié de saison, mais il a quand même été bien meilleur pendant cette partie-là que sur les 7-8 premiers matchs de la saison. Ah, mais Garoppolo, en tant que game manager, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans la ligue. Sauf que c'est très limitant. Il va être bon quand l'équipe va bien autour de lui, et puis il va couler avec le navire quand tout va mal. C'est toujours le même constat avec Garoppolo. Ah, et puis je pense aussi que la différence avec la non-utilisation de Trey Lance sur la deuxième partie de saison a aussi rendu confiance à Garoppolo qui a repris complètement les clés du bateau. Il a cette force de réunir les joueurs autour de lui. On sait tous que c'est pas un Mahomes, c'est pas un Rodgers ou c'est pas un Brady, mais les joueurs lui font confiance et les joueurs sont prêts à partir à la guerre avec lui. Et quand il est totalement maître de l'équipe, toute l'équipe fonctionne mieux. C'est un leader, tout simplement. C'est un leader. Et donc, je vous rejoins tous les trois sur ce que vous disiez par rapport à Garoppolo, par rapport à Jimmy G. Ensuite, vous avez tout le monde qui veut jouer pour lui. Quand il est en pleine possession de ses moyens physiques et débarrassé de la pression du rookie drafté en 3e position, on retrouve un Jimmy G qu'on connaît. Quelqu'un qui est capable de nous amener là où il nous amène. Après, je sais, il y a des limites. Mais bon. Il n'est pas seul sur le terrain. Je pense que même si, en tant que quarterback, il apporte beaucoup de choses positives, et ça sera l'occasion d'une grosse discussion dans un prochain podcast, je pense, sur la suite de sa carrière et la suite à San Francisco. C'est ça, je m'explique pas comment il peut inspirer aussi peu confiance quand on le regarde et inspirer autant confiance à ses coéquipiers. Il doit avoir une emprise sur ses coéquipiers pour leur donner une telle confiance. Ils sont prêts à mourir pour lui sur le terrain. Et c'est ça qui fait qu'il a une carrière en NFL aujourd'hui. Exactement, c'est un leader. Je pense que dans les vestiaires, c'est quelqu'un qui est excessivement respecté, qui doit avoir une véritable mentalité plus qu'acceptable, qui arrive à fédérer autour de lui. Et quand on est quarterback, c'est le plus important. Si les mecs devant toi ils sont pas là pour te protéger, tu peux être le meilleur quarterback qui ait jamais existé. Si les mecs devant toi ont décidé de laisser passer, tu vas te faire éclater, hein. Et Jimmy, les mecs ils jouent pour lui. Et si vous avez suivi un petit peu la fin de saison et toutes les déclarations aussi bien de Deebo Samuel, Elijah Mitchell, les années précédentes aussi, George Kittle, tout le monde dit ils jouent tous pour Jimmy G. Donc
Jusqu'à présent, on a un quarterback pour qui tout le monde joue et on a un rookie drafté à la troisième place. Voilà, donc à voir ce que ça va donner dans la suite. Donc ça c'était pour la montée en puissance, donc de la semaine 11 à la semaine 17. Et maintenant on va passer à l'épopée. J'ai appelé ça l'épopée parce que c'est pas seulement les playoffs. Les playoffs, entre grosses guillemets, ils ont commencé dès la 8-18 avec une victoire obligatoire sur le terrain des Rams. C'était presque un play-in pour ceux qui suivent la NBA. Ou un barrage pour ceux qui suivent la Ligue 1. Appelez ça comme vous voulez, mais on va juste rappeler le contexte. On était obligé de gagner ou de compter sur une victoire des Falcons contre les Saints, et on a assez vite compris dans le match, les deux matchs avaient lieu en même temps, on a assez vite compris que les Falcons n'allaient pas gagner contre les Saints. Donc on a compris qu'on allait devoir absolument gagner, et ça s'est très mal goupillé au début, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est clair. Début de match, on se dit, il va y avoir on va se retrouver, allez, c'est bon, c'est pas possible, la saison elle est finie, mais c'est quoi cette histoire, on n'est pas capable d'arrêter Cooper Kupp, et ça marque, et on n'arrive pas à avancer, et puis, c'est pour ça que ce sport est exceptionnel, c'est pour ça que ce sport, il nous tient réveillés jusqu'à des heures pas possibles, le lendemain on va aller travailler, c'est parce qu'il peut se passer des choses improbables, et voilà, Dernière action, ça remonte le terrain, il y a touchdown, et pour en avoir parlé avec vous trois, non, je crois, ça ressemblait fortement au drive de Joe Montana contre les Bengals, cette remontée de terrain en fin de match avec plus beaucoup de temps, et c'était un peu un do or die, et bon, ben voilà, alors après, ok, peut-être qu'il n'a pas toutes les qualités, mais sur ce drive-là, Jimmy, il a mis tout le monde sur son dos, bien aidé par Debo, et on se retrouve en play-off, et là, waouh, ça fait, on saute de partout en se disant c'est bon, la saison elle continue. On est sur le schéma typique de la saison. Quasiment à chaque fois, on a un match où on est nul pendant une mi-temps et on touche la perfection dans l'autre mi-temps, ça soit la première ou la deuxième. Et ce match-là, il est révélateur de ça. Oui, parce qu'on le rappelle, on était mené 17-0 en milieu de deuxième quart-temps, en sachant que les Falcons allaient perdre chez les Saints. Donc là, à ce moment-là, c'est mort. La saison, elle est terminée. Notre niveau de jeu, il est catastrophique. On se fait marcher dessus contre la défense, contre l'attaque aérienne des Rams. Et là, on fait un assez bon drive sur le dernier drive avant la mi-temps. On remonte à 17-3, on revient au score. On revient à la mi-temps. Et là, je pense que Shanahan a dû faire des réajustements, a revu son play calling en deuxième mi-temps. Et les murs ont tremblé, c'est sûr. C'est ça. Et toute la deuxième mi-temps, c'est une perfection offensive. Garoppolo fait sa mi-temps de la saison, en fait. Il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Si je me souviens bien, c'est le match pendant lequel McVay est rentré sur le terrain pour célébrer, quand ils ont marqué. Exactement. Football américain, c'est un sport, c'est pas en fin de premier quart-temps, en fin de première mi-temps, c'est pas en fin de troisième, c'est à la fin du match qu'on peut célébrer. Et je pense que cette attitude-là, elle a dû aussi être reprise dans les vestiaires, et ça a dû piquer leur orgueil, parce que bon, on n'a pas vu la même équipe en deuxième mi-temps. Et là, on s'est retrouvé. Bon, ok, c'était un match soi-disant à l'extérieur qu'on joue à domicile. Faut quand même le reconnaître. Hein. On était à Los Angeles, mais le stade il était rouge. Et voilà, c'est pour ça qu'on regarde ce sport, qu'on suit ce sport. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je le suis pour ça, parce qu'il y a des émotions pas possibles. Et il y a que ça il y a que ce sport, il y a que ces situations-là qui peuvent rendre quelque chose ou très triste ou rentrer dans l'épopée, comme tu disais, Loïc. Voilà, ça, c'est ce qui fait une épopée, et c'est ce qui fait qu'on suit cette équipe aussi. Et puis il y a quelque chose d'irrationnel aussi dans cette deuxième mi-temps, parce que Deebo Samuel, qui était déjà notre meilleur receveur, notre meilleur running back, fait une passe de touchdown de 30 yards. Ça n'existe pas, ça, pour moi. Il y a un receveur qui fait 30 yards dans un moment important contre les Rams. On n'est pas contre les Jaguars, on n'est pas contre les Falcons. On est contre les Rams, de Jalen Ramsey, de Darius Williams. Et il lance une passe de touchdown de 30 yards. Et puis il lance une passe de touchdown de 30 yards, pas pour Brandon Ayuk ou pour George Kittle, il en lance une passe de 30 yards pour Jawan Jennings. Qui passe à un cheveu de se faire décapiter par tous les fans des 49ers, parce que je vous rappelle qu'il jongle avec le ballon juste avant de sécuriser la réception. C'est vrai. Oh oui. S'il l'échappe, celle-là, il est décédé aujourd'hui.
Surtout qu'il est wide open, donc il n'y a vraiment aucune excuse. Il l'échappe pas et c'est lui qui va marquer aussi le deuxième touchdown à la fin. Jawan Jennings fait la deuxième mi-temps de sa carrière, la mi-temps qui fait qu'on le connaît, parce que moi perso, Jawan Jennings, je voyais un peu qui c'était, je le voyais dans la depth chart, mais là on veut tous le re-signer parce que c'est le match qu'il a révélé en fait, ce type. Il était hyper clutch, même pendant la prolongation, c'est lui qui nous fait une ou deux belles réceptions sur le drive qui nous fait aller chercher le field goal, et c'est lui qui marque le touchdown de la gagne aussi. Ah bah, c'est la révélation de la fin de saison. Il a été là, il a été clutch et pas que sur ce match-là. Il a fait des réceptions qui comptaient à des moments importants dans les matchs qui ont suivi aussi. Et c'est la révélation de la fin de saison. Et le receveur numéro 3 incontesté de l'équipe. Et il doit absolument revenir la saison prochaine. Ouais. Je valide le choix. Je suis d'accord avec toi, Kevin. Pareil. Ça, on en reparlera dans l'épisode sur la free agency d'ici quelques semaines. Il y a autre chose aussi dans ce match qui est complètement fou, c'est que du coup, vous l'avez dit, c'est un gros retour. On revient, alors qu'on était mené 17-0, on revient à 17 partout. Et moi, il y a un moment sur lequel je voulais revenir, c'est que du coup, je pense, on était tous complètement à fond à ce moment-là, à se dire que c'était possible. Et il y a le gros coup de clim sur un long drive dans le 4ème, où on se fait intercepter. Oui. C'est Jalen Ramsey qui jongle, C'est Jalen Ramsey qui jongle avec le ballon. Et c'est absolument incroyable qu'il arrive à intercepter ça. Et après ça, le match se renverse. On a un drive. On fait rien avec ce ballon. Alors qu'on devait marquer pour égaliser. On punt alors qu'on est déjà dans les 2 minutes warning. Ouais. On punt. Ce qui est une énorme prise de risque. D'ailleurs, vous l'aurez joué la 4ème tentative, vous, ou pas? Moi non, j'étais plutôt d'accord avec Al Shanahan là-dessus. Ok, on mettait tous nos deux dans le même panier à ce moment-là. Mais c'était un risque à prendre. En fait, le truc, c'est que c'est une 4ème et 18. Donc c'est très très dur à passer. Et si tu la passes pas, les mecs ils reprennent la balle. Et sur 17 yards, ils sont sûrs de marquer au moins 3 points. Et là, t'es à plus d'un touchdown d'écart et c'est terminé, quoi. Donc fallait juste essayer de compter sur la défense sur un drive court. C'est ça. Fallait compter sur un stop, alors que sur le drive d'avant, il faut un drive de 99 yards, donc 99 yards pour les Français, qui se finit en touchdown. Hein. Il fallait compter sur un stop dans ce contexte-là. C'était quand même assez couillu de la part de Shanahan. Et puis même si c'est réussi, derrière, il faut compter sur le fait que Garoppolo il remonte le ballon jusqu'au moins le field goal. Je sais pas pour vous, mais si vous avez un drive à réussir pour sauver votre vie, je mets pas le ballon entre les mains de Garoppolo. Pas grand monde n'y croit à ce moment-là, je veux dire. C'est clair. Après voilà, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Bon, après, Sean McVay, il propose rien sur leurs 3 courses plein centre. Et puis, comme disait Kevin, c'est sûr qu'en face, ils se sont dit, on va mettre le ballon dans les mains du gars qui pourrait être le moins dangereux. Ils se sont dit, si c'est Garoppolo qui a le ballon et qui doit remonter le terrain, il va pas y arriver. Bien mal leur en a pris. On a 0 temps mort, 88 yards à faire, Garoppolo comme quarterback et une bonne défense des Rams en face. Et on les a fait. À coup de réception de Brandon Ayuk, de réception de Deebo Samuel qui nous fait quand même 30-40 yards, je crois, sur une réception. 43. En comptant les yards, Oui, c'est ça. Avec en comptant les yards after catch, bien sûr. En mettant un ou deux défenseurs des Rams dans le vent, et avec Jalen Ramsey qui a failli empêcher cette réception qui est passée à 2 cm du ballon, quoi. C'est un sport qui se joue à quelques centimètres. C'est ça. Et enfin le catch de Jawan Jennings sur 2ème et 10, je crois, qui fait exploser le SoFi Stadium, rouge sang dans les tribunes. Après, c'est quoi l'idée de nommer leur stade avec une marque qui s'appelle SoFi? Les initiales, c'est SF. Et forcément que le stade est rouge. Et c'est une marque de San Francisco en plus. Donc ça, c'était pour la semaine 18 contre les Rams. Je pense que c'est le match de saison régulière le plus fou et l'un des plus marquants de cette dernière saison. Est-ce qu'il y a déjà eu ces 10 dernières années un match de saison régulière aussi fou et aussi marquant pour la fanbase que celui-là? Je dirais le match qu'on gagne contre les Seahawks avec le bloc de Dre Greenlaw sur la goal line. Je pense que ça peut rentrer aussi dans cette catégorie-là. Parce que c'est pareil, je pense que ça nous qualifie en playoff.
Non, ça assure notre spot numéro 1, ouais. Exact, c'est On ça. finit premier seed au lieu de finir deuxième de division. Et d'ailleurs, les playoffs. On commence par les Cowboys. Je trouve qu'on est assez bien tombé. Parce que les Cowboys, à part peut-être les Cardinals, en termes de match-up, c'était assez prenable, entre très grosses guillemets, parce qu'on est quand même en playoff, on parle quand même des Cowboys. Mais les Cowboys n'ont gagné aucun match pendant la saison régulière contre des équipes à au moins 10 victoires, à part un en prolongation contre les Patriots. Mais sinon, c'était 4 défaites une victoire, 4 défaites du coup, contre les équipes qui ont été en playoff, ou contre les équipes qui ont été au moins 10 victoires pendant la saison régulière, je sais plus. Donc on affronte une bonne équipe, mais une équipe qui a jamais performé contre les équipes élites en fait. Moi, je nous considérais comme favori avant le match. On tombe sur la meilleure équipe sur qui on pouvait tomber en finissant 3ème de division. C'est une équipe qui était à notre portée, une très bonne équipe avec très peu de faiblesses, mais en même temps des match-ups positifs à quasiment tous les endroits du terrain. On pouvait pas mieux tomber. Ouais, et puis en plus, voilà, Dallas, ils jouent dans une division où il n'y a personne. Ce qui fait qu'ils ont. Enfin, quand je dis qu'il n'y a personne, je m'entends. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec un bilan très, 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 très positif. Mais sur leurs 12 victoires, il y en a 6 contre leurs adversaires de division. Leur division, c'est pas la nôtre. Ils seraient dans notre division. Je pense pas qu'ils gagneraient leurs 6 matchs. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait qu'on se retrouve, nous, contre un adversaire qui a potentiellement de quoi nous faire exploser. Parce que CeeDee Lamb, parce qu'Amari Cooper, parce qu'Ezekiel Elliott, mais de notre côté, comme c'est ce qu'on avait indiqué, nous défensivement, on était en train de redevenir très très costaud, et comme l'a dit Kevin, on a fait ce jour-là son spécial, c'est-à-dire une mi-temps parfaite et une autre beaucoup moins bonne, et ce coup-ci, ça a été la première mi-temps où franchement, on les a surclassés de A à Z. C'est même 3 cartons quasiment parfaits, hein. C'est vraiment juste le 4e où on commence à vraiment avoir peur. Parce que dans le 3e, on met un touchdown et il marque pas. C'est le 4e qui fait vraiment. Parce que je me souviens avoir eu la discussion avec certains autres fans des 49ers pendant le match. Je pense qu'il y en a, ils ont dû aller se coucher à la fin du 3e en se disant bon, bah on se voit la semaine prochaine. Ça me paraît un peu exagéré quand même. Non, mais c'est juste histoire de. Quoi. Non, mais c'est juste histoire de dire que à 23-7, je pense qu'il y a, même si on sait que c'est le football et que tout peut se passer en NFL, à 23-7, on était, je pense, quand même tous assez confiants. Ah bah c'est un remake du Super Bowl perdu face aux Chiefs. On maîtrise largement pendant 3 quarts temps. Et puis au quatrième, on lâche complètement prise. Sauf qu'en face, c'est pas Patrick Mahomes, c'est Dak Prescott. C'est juste ça qui nous sauve. Je rappelle pour les non-initiés que quand on est mené et qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on n'a plus de temps mort et qu'il y a 40 yards d'affaires, il vaut mieux pas courir, c'est mieux de lancer. Sauf pour McCarthy et Prescott qui préfèrent perdre du temps pour que l'arbitre leur dise que le match est terminé. Oui, puis il y a ce cafouillage au moment de faire le snap. Et l'arbitre qui s'enfuit en courant vers les vestiaires, quoi. Ça, c'était ça. On a bien aimé l'arbitre à ce moment-là, je pense. Je pense que l'arbitre, je pense qu'il pourra plus jamais mettre les pieds dans le Texas. Hein. C'est pas notre problème, ça. C'est pas notre problème. Bah, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé après ce moment-là du cafouillage au moment du snap, qui disaient que c'était pas normal, etc. Mais le ballon, il était mal placé, Hein. Exactement. Et puis l'arbitre, il fait uniquement son travail à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a même pas de tentative de vol ou quoi que ce soit. Si les joueurs des Cowboys connaissaient les règles, ils avaient juste à ne pas toucher le ballon. Ils l'ont touché, l'arbitre est obligé de le placer, et quand il le place, le temps est terminé. Voilà. Mais bon, après, le problème de leur rappel de jeu à eux, c'est pas notre problème à nous. Voilà, nous on a été bons pendant la première mi-temps complète, le troisième quart-temps, et après on s'est légèrement, on va dire, écroulé. Mais bon, on passe, on est qualifié, on se retrouve donc en divisional, ce qui fait quand même bien plaisir. Un des faits marquants quand même de ce match, c'est que Jimmy Garoppolo, qui traînait déjà une blessure au doigt depuis le match contre les Titans en saison régulière, pour éviter de tomber sur son doigt en se faisant saquer, est tombé sur son épaule et s'est blessé à l'épaule, ce qui l'a fortement handicapé sur les matchs suivants. Contre les Packers, on fait un match catastrophique, offensivement. Du début à la fin, il n'y a rien. Tout ce qu'on met, notre attaque a mis aucun touchdown sur ce match. Aucun touchdown.
Ouais, c'est vrai. Après, on peut mettre ça sur la blessure de Jimmy G, c'est une certitude. Mais là, après, là, on passe carrément dans un autre univers. On va dans un endroit où il fait moins 20, moins 30, et où tout le monde nous attend. Où sur le premier drive, ça fait au bout de 3 minutes de jeu, on est déjà mené 7-0, et on se dit, bon, ben, ils vont dérouler. Et il ne se passe rien. De notre côté, offensivement, il ne se passe rien. Donc, est-ce que c'est la blessure? Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Bon, la réalité, c'est qu'on est dans une situation où on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Et finalement, Puis ça arrive à tout le monde. Tu regardes le Chiefs Bengals en finale de conférence. C'est pareil, les Chiefs sont largement dominants. Et puis Patrick Mahomes met plus un pied devant l'autre toute la deuxième mi-temps et ils perdent le match. Ça arrive à tout le monde. C'est la NFL. Et puis après le premier drive, je pense qu'on se dit tous ça va être très compliqué parce qu'ils ont déroulé un drive quasiment parfait qui va au touchdown. Et nous, on est incapable d'avancer. Enfin, notre jeu, on perd 6 yards sur notre premier drive au total. Et en fait, la défense a mis les barbelés. Et même si l'attaque n'arrivait pas à avancer, la défense a mis les barbelés. C'était un gros match défensif. À mon avis, s'il y a des gens qui ont regardé leur premier match de NFL sur ce match-là, je suis pas sûr qu'ils continuent à regarder encore. Parce que quand on n'est pas habitué, un match aussi défensif, c'est pas très agréable. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir, ce serait un petit peu mentir. Mais c'est un vrai match bien tendu, comme moi je les aime. Ouais. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Voilà, ça aussi, ça existe à la NFL. Tout le monde sait que c'est l'attaque vous fait gagner des matchs, mais c'est la défense qui fait gagner des championnats. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Et on a été juste parfait en défense à partir à la suite du premier drive. On a joué une partition qui a été exceptionnelle dans des conditions qui étaient dantesques. Et voilà, ça a été exceptionnel. C'est ça le tournant du match, c'est le turnover qu'on produit sur le deuxième drive des Packers parce que ils sont partis à fond au premier drive, ils nous ont complètement écrasés et le deuxième drive était sur les mêmes bases. Mhm. Et s'il n'y a pas ce turnover qui est créé, je pense qu'on se fait marcher dessus tout le match et puis on rentre à la maison là contre les jambes. C'est une évidence, Kevin, c'est une évidence. Je pense que le fait qu'il faisait vraiment, je crois que c'était moins 13 ou moins 14 degrés Celsius, ce jour-là, je pense que ça a quand même handicapé les deux attaques parce que notre attaque, elle a quand même été plutôt bonne sur la fin de saison. Elle est pas top 3 NFL, mais elle est tout à fait respectable. Celle des Packers, c'est une des meilleures attaques de la ligue. Double MVP pour Aaron Rodgers, Davante Adams qui est juste phénoménal. Et on a un seul touchdown offensif au total des deux équipes sur ce match-là. Donc je pense quand même que les attaques, on revient souvent sur la performance incroyable de notre défense et aussi sur la bonne performance de la défense des Packers. Mais notre attaque, les deux attaques, je pense, ont été handicapées par le froid. Ouais, et puis ça a été surtout un match de moments. C'était pas, dans l'ensemble du match, c'est pas passé grand chose. Ça a été quand même un enchaînement de punts, mais il y a eu des moments marquants. Il y a, je pense, à la fin de la première mi-temps où on se fait intercepter alors qu'on est dans les 20 yards de Green Bay et qu'on se dit on va peut-être enfin marquer des points. Là où Garoppolo se fait intercepter, derrière les mecs remontent, il leur reste moins d'une minute. Et il y a le punt bloqué de Mason Crosby qui est, alors qu'on allait se retrouver peut-être à 2 possessions d'écart pour finir la mi-temps et le punt de Crosby est bloqué par Jimmy Ward. C'est pas bloqué, c'est un... le field goal, pardon. Le field goal bloqué par Jimmy Ward. Par Jimmy Ward, ouais, et je pense que ça a été un tournant aussi du match, c'est qu'on rentre au vestiaire avec un touchdown de retard au lieu de rentrer avec 10 points de retard. C'est ça, on revient à 7-0 à la mi-temps et c'est un petit miracle en fait. C'est un gros miracle, on peut le dire même. Sur ce match-là, les Packers ont quand même été meilleurs, même s'ils n'ont pas été bons, ils ont été meilleurs que nous, je pense, dans l'ensemble. Après, c'est l'équipe aussi de San Francisco qui est comme ça. Elle est comme ça, cette équipe. Il y a beaucoup de résilience. Les gars se laissent pas faire, ne lâchent pas le morceau. Et c'est ce qui fait la différence. Je pense sur la saison régulière, sur les playoffs, c'est cette volonté qu'il y a de toujours continuer, de ne pas lâcher le morceau et d'amener l'équipe le plus haut et le plus loin possible. Voilà, c'est ce qui fait que, comme l'a dit Kevin, après le premier drive, le second drive, on les arrête en récupérant le ballon. Qu'on se retrouve à être intercepté, il ne reste quasiment pas de temps. Il y a
il y a un field goal qui est bloqué, tout le monde fait sa part du travail, et s'il y en a un qui est un peu moins bien à un moment donné, le reste de l'équipe l'entraîne vers le haut. Voilà, c'est ce qui fait aussi la différence entre cette équipe et d'autres équipes à NFL qui au niveau du talent sont certainement aussi bonnes que la nôtre, mais qui n'ont pas ce cœur-là. Et j'ai trouvé vraiment que c'est ce qui les a caractérisés sur la fin de saison. Et les playoffs, c'est le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage. Et puis c'est un message envoyé à toutes les équipes qui délaissent un petit peu les équipes spéciales pour leur dire attention, si vous les délaissez trop, c'est un secteur de jeu qui peut mettre fin à une saison. Surtout que les Packers, C'est exactement ce qui s'est passé. c'est pas que sur ce match qu'ils ont eu les mauvaises équipes spéciales, c'est les pires équipes spéciales de NFL, alors qu'ils sont quand même first seed en NFC. Ils ont eu toute la saison des équipes spéciales catastrophiques et ils n'ont pas viré leur coach, leur coordinateur des équipes spéciales, ce qui a été énormément reproché à Matt LaFleur, à raison je pense. Mais du coup on n'en a même pas parlé, mais le match se finit par un punt bloqué, enfin se finit pas, mais ce qui fait basculer totalement le match, c'est le punt bloqué des Packers, marqué par Hufanga. On égalise là-dessus, et juste derrière ça c'est 10-10, le match n'est pas encore gagné. Et notre attaque fait le drive qu'il faut pour aller dans la field goal range et remporter ce match. Non, mais c'est un miracle de dire que tu vas te qualifier en finale de conf sur un punt bloqué, qui sont tes seuls points hors field goal, qui sont tes seuls points offensifs du match. Non, c'est... Quand je vois l'action, je me dis juste... En fait, je pense qu'on n'est pas forcément habitué à avoir des plays comme ça en special team. Enfin, moi, quand je me souviens regarder le match, je me dis juste, bon, bah, il punt. Presque, j'allais me dire, je vais aller pisser, et puis je reviens, on a la balle en attaque. Non, je regarde juste le punt, il est bloqué, touchdown. Et là, bouche bée. Oui. Mais merci Jordan Willis, ça confirme que quand t'es un Willis, faut que tu joues pour les 49ers. C'est un nom fait pour Exactement. les Niners. C'est clair. Exactement. On attend Bruce maintenant. Ça sera plus difficile, je pense. Moralité, avec tout ça, on se retrouve encore une fois en finale de conférence, et on se retrouve encore une fois à sortir les Packers. Donc bon, c'est pas trop mal comme bilan pour l'instant. C'est ça. Moi, franchement, j'avais fait mon deuil de la saison quasiment avant le match. Pour moi, notre saison était déjà réussie à partir du moment où on était allé en playoff, alors qu'on n'y croyait plus du tout à la moitié de saison, et où en plus on gagne un match de playoff. Ce que beaucoup d'équipes attendent depuis des années et des années. Nous, on l'a fait. Et en plus de ça, pour moi, la victoire contre les Packers, c'est du bonus. Bon, à mon avis, c'est pas dans cette mentalité-là que les Niners sont allés au Lambeau Field, mais pour moi, c'est que du bonus. La saison était déjà réussie avant cette victoire. Après, pour les Packers, on est un peu ce que sont les Seahawks pour nous. On est une bête noire qui vient, au moins si on les bat pas, on vient toujours les embêter. On est à 4-0 contre Aaron Rodgers en playoff, je crois, c'est ça? Dans sa carrière? Oui, Aaron Rodgers est quasiment notre meilleur joueur de playoff depuis quelques années. Une autre victime qu'on aime bien, une autre équipe qu'on aime bien victimiser, c'est les Rams. Rams qui on réaffronte en finale de conférence pour un sort un petit peu moins chanceux, on va dire. En première mi-temps, on mène assez largement, et on mène même 17-7 après 3 quarts temps. Je trouve que les Rams avaient l'air un petit peu supérieurs dans le contenu, mais manquaient d'opportunisme, là où nous, on faisait ce qu'il fallait pour mettre les points quand il y avait une chance de les mettre. Parce que si on regarde statistiquement en plus, ça va dans ce sens-là aussi. Les Rams finissent quasiment dans toutes les catégories statistiques au-dessus de nous, et pourtant on mène de 10 points à un quart temps de la fin, quoi. Oui, on mène encore de 10 points à un quart temps de la fin, encore une fois. Voilà, ça porte malheur en fait. Faut mener de 11, de 9, mais pas de 10. Voilà, et donc c'est un match particulier. C'est finale de conférence à l'extérieur mais à domicile, malgré tout ce qui avait été tenté par les Rams. Faut pas que le public de San Francisco se retrouve dans le stade, ça servit à rien. Quoi dire? Si on prend le résultat sec, on va dire bon, c'est une grosse déception. Mais après quand on revoit le match, il y a pour moi il y a deux tournants. Le tournant, c'est quand
En deuxième mi-temps, sur la défense des Rams, elle ne faisait pas peur, elle ne faisait pas mal. C'était pas encore gênant. Jusqu'à ce qu'Aaron Donald il récupère toutes ses ouailles autour de lui et qu'il remotive tout le monde. Et à partir de là, ils nous ont mangé. Ils nous ont mangé et ils nous ont explosé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé sous pression. Garoppolo s'est retrouvé sous pression quasiment sous toutes les actions. Et on sentait que ça avait tourné à ce moment-là. Il y a ça. Et puis il y a cette balle en profondeur et Tarte qui oublie de récupérer le ballon. Parce que je pense que si on récupère le ballon là, le match est plié. Je reste même pense si, aussi. Ah, c'est ça. voilà, c'est mon ressenti. C'est ça, Matthew Stafford, il se prend quasiment pour un punter. Ah ben c'est clair, il avait dégagé le ballon complètement à l'opposé et je me dis voilà, là c'est bon, on va récupérer. On a récupéré le ballon, le match et je pense sincèrement que si on réussit cette action là, on va au Super Bowl. Et c'est pour ça que j'ai ce petit goût amer en bouche. Mais après, bon voilà, après, faut être honnête. Dernier quart-temps, nous on n'a rien produit du tout. Il y a plein de choses que j'ai pas bien compris sur ce dernier quart-temps, mais c'est surtout la montée en puissance de la défense. Aaron Donald, il a été monstrueux. Il est revenu sur cette interception ratée, sur ce drop après le match, Tarte. Il a dit que quand il avait vu Stafford lancer le ballon, il s'est dit il a merdé, on va gagner et je vais être le héros. Et en fait, il s'est vu trop beau trop vite malheureusement. Et je pense que lui s'en veut beaucoup plus que nous on lui en veut encore. Mais c'est normal, Bien c'est sûr. normal. Mais c'est vrai que cette action, je pense que eux ils l'ont vu évidemment sur le terrain, mais je pense qu'on a tous vu au moment où Stafford lâche le ballon, elle est trop courte. Elle est beaucoup trop courte sa passe. Et on voit tous Tarte en superposition et là il la loupe. Et je pense que vous avez eu tous la même réaction que moi devant votre télé, c'était une incompréhension, je pense, le fait parce qu'elle est vraiment dans ses mains. Elle est dans ses mains. C'est clair. Mais j'ai quasiment eu plus mal pour lui que pour moi. Dans le sens où c'était l'action de sa carrière et il allait réussir quelque chose de grand. Et il a tweeté juste après le match et je trouvais ça tellement dur à vivre pour lui. Il a reçu des menaces de mort, sa famille a reçu des menaces de mort. C'est juste un sport, c'est juste un jeu. C'est clair, ça. Ah mais bien sûr. Et je Bien sûr. trouve ça horrible que des joueurs, que des familles de joueurs subissent le prix. Alors que on fait tous des erreurs dans notre métier. Lui en a fait une. Il y a pas mort d'homme. Les menaces ont rien à faire. Je suis entièrement C'est d'accord clair. avec toi, Kevin. C'est clair. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun intérêt. On peut être déçu, on peut être dans tous ces états, mais ce n'est que du sport. Ça n'est que ça. Et puis bon, c'est vrai que on peut argumenter sur le fait que c'est sûrement c'est le tournant du match, ça c'est clair. Après, je pense pas qu'on perde non plus là-dessus. On a eu aussi un dernier quart-temps qui a été complètement raté, où on n'a pas existé, comme tu l'as dit, Olivier. Je pense qu'il y a plus que juste une interception ratée pour expliquer notre défaite. Oui, ça aurait pu sceller le match, mais on a encore toutes nos chances à ce moment-là. On est encore devant à ce moment-là. Oui. Donc non, on perd pas là-dessus, mais on s'empêche de gagner là-dessus. En tout cas, on scelle pas le match C'est là-dessus. ça, c'est exactement ça. On ne scelle pas le match, on met met pas le couvercle, alors qu'on aurait dû mettre le couvercle là. Mais bon, ça fait partie des choses qui nous manquent depuis un moment, on va dire, depuis que Shanahan est là. C'est malheureusement assez récurrent. Et on l'a dit, on a de nouveau raté notre quatrième quart-temps alors qu'on menait de 10 points exactement comme au Super Bowl il y a 2 ans. Est-ce que justement cette tendance de Shanahan à choke ses quatrième quart-temps de match de playoff, ça vous inquiète pour la suite, pour les prochaines saisons? Non. Non plus. Non, non, ça m'inquiète pas parce que c'est vrai qu'il a fait des erreurs sur ses quatrièmes quart-temps, mais il nous a amené là. Il y a combien de coachs qui peuvent dire avec une équipe qui est pas sûre de se qualifier en playoff avec Garoppolo qui peut dire j'ai emmené mon équipe en finale de conf. Il y en a très très peu. Et il y a 32 équipes en NFL, il y a 32 coachs en NFL et il y en a combien qui peuvent dire en combien de temps qu'il est là, 4 ans, j'ai fait une finale de conf et un Super Bowl. Il n'y en a pas beaucoup. Donc non, je pense que comme cette année McVay a vaincu le signe indien en battant enfin Shanahan, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il soit aussi capable de se remettre en question pour changer la donne dans les quatrièmes quart-temps. Vous êtes du même avis, Kevin et Olivier? Oui, vraiment. Et puis
puis je pense qu'il y a une certaine culture de la gang dans cette franchise. Combien de franchises aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont joué 5 finales de conférence en 10 ans? Ça fait une année sur deux, t'es dans les 4 dernières équipes. C'est colossal. Je crois que c'est en 11 ans, mais... Peut-être. Mais Il me semblait que c'était 10, mais peut-être c'est 11. Ouais. On fait partie des équipes on fait partie des équipes mythiques de la NFL et voilà, et donc c'est pour ça qu'on a aussi des attentes qui sont supérieures. Enfin, on n'est pas les Jaguars, quoi. On est les Niners, et donc c'est pour ça que je rejoins Elliott sur le fait que je suis pas très inquiet non plus, mais c'est plus qu'on aimerait tellement que ça se concrétise par une victoire, parce que bon là on était encore à un quart temps d'aller au Super Bowl, et voilà, ça aurait été quand même fantastique, bien que la saison soit largement réussie à mes yeux. Oui, parce qu'il y a ce côté-là un peu négatif aussi, c'est que sur ces 5 finales de conférence, on gagne pas un Super Bowl. Du coup, maintenant qu'on a fini le débrief de la saison, est-ce qu'on est d'accord que c'est une saison qu'on peut qualifier de réussie au vu de ce qui s'est passé en deuxième moitié de saison, au vu des victoires en play-off? Est-ce que c'est une saison réussie, malgré qu'il n'y ait pas de titre au bout? Ah bah oui, c'est une saison à 99% réussie. On est très mal parti. L'équipe a montré des qualités de rebond incroyables. Voilà, il y a peut-être 9 personnes sur 10 qui voyaient la saison finie à mi-saison, et puis à la fin on est dans les 4 derniers, et puis on est à un demi-quart-temps d'aller au Super Bowl. Et donc la saison elle est réussie. Oui. Et donc c'est pas la frustration de ne pas avoir été au bout, alors qu'on mène quand même de 10 points en finale de conférence, et qu'après c'est les Bengals, dont je veux pas trop mal parler parce que je pense qu'on n'était pas forcément favoris contre les Bengals, mais on avait quand même une opportunité de gagner le titre. Pour vous, on a quand même réussi la saison malgré cette opportunité manquée? Bien entendu, la saison elle est réussie. Voilà, comme disait Elliott, il y a 32 équipes, on finit 3e sur 32. Voilà, donc il faut pas abuser. On n'était pas, même si en début de saison on faisait partie des outsiders, on n'était pas faisant partie des 2-3 équipes qui étaient programmées pour le Super Bowl cette année, pour le gagner. Je veux dire, en AFC c'était plus contrairement aux Rams. Voilà, les Rams, les Buccaneers, les Packers, oui, nous c'était pas le cas. Voilà, on a, même si nous on y croit, parce que voilà, c'est notre franchise et que on sait qu'il y a du talent dans cette équipe, mais voilà, pour moi la saison, du moment qu'on est allé en playoff, et en plus avec ce qu'on a vécu, comment on a vibré, c'est ça qui compte, c'est vibrer. La saison elle est amplement réussie. Ouais, moi je vais rebondir sur ce que Kevin et Olivier ont dit. Enfin, je vais pas amener d'arguments nouveaux. La saison, elle est réussie dans un sens où on a performé plus que ce qu'on attendait. Même, enfin, on a reparlé du milieu de saison où on pouvait pas forcément deviner qu'on serait en play-off. Même au début des play-offs, on pourrait pas forcément deviner qu'on serait en finale de conf. On a battu les Cowboys qui, quoi qu'on en dise, et même si on pouvait penser favori, est quand même une équipe qui avait gagné sa division et qui est quand même armée pour aller loin. Et on a battu la meilleure équipe NFC sur la saison régulière chez eux. La saison, elle est réussie parce qu'on est allé plus loin et parce qu'on a aussi vibré, devant nos télés, quoi. Exactement. Oui, il y a ça qui rentre en compte aussi. C'est pas seulement les résultats sportifs, c'est aussi le fait qu'on ait vraiment eu une fin de saison passionnante à partir de la semaine 18, pardon. Même si déjà la deuxième moitié de saison était bien, mais on a vraiment vibré match par match, 4 week-ends de suite, et ça, il y a beaucoup de fanbase qui en rêveraient. Et bien c'est ainsi que se termine la première partie du premier épisode de l'histoire du Faithful Podcast, le premier d'une longue série, espérons-le. La suite de cet épisode devrait sortir dans les prochains jours, on la partagera évidemment sur Twitter et sur Facebook. Pour être au courant quand les prochains épisodes sortiront, je vous invite à me suivre sur Twitter, sur le compte 49ers Belgique ou @49ersBE. Suivez la page Facebook San Francisco 49ers France où un ou plusieurs membres du podcast partageront les prochains épisodes, ou encore suivre Elliott et Kevin sur leur Twitter, en l'occurrence @Elliott_Salmon ou @KRenaudet. D'ici peu, on fera un épisode de preview de la Free Agency, puisqu'elle commencera le mercredi 16 mars à 22h. En attendant, n'hésitez pas à nous faire vos retours, on lira ça avec attention. On s'appliquera à l'avenir à faire des épisodes un peu plus courts quand même que celui-ci, pour être sûr que vous puissiez les écouter en une seule fois. D'ici là, portez-vous bien, et on se dit à bientôt dans le Faithful Podcast.